bienvenue. On a toutes et tous déjà ressenti ça, je pense. Une conversation qui nous donne la pêche, et puis une autre, qui nous laisse complètement à plat. Aujourd'hui, on va justement regarder de plus près cette dimension énergétique des relations. On s'appuie sur les idées d'une présentation qui parle des liens toxiques. L'idée, c'est de voir comment l'énergie, notre vitalité en gros, elle circule ou pas entre les gens. On va essayer de décrypter un peu ces mécanismes, de voir ce qu'on appelle le vampirisme énergétique, et puis aussi certaines dynamiques qui peuvent nous enfermer. Et bien sûr, réfléchir à comment on pourrait aller vers des relations plus nourrissantes. Alors, on y va pour cette exploration? Bon, pour commencer, la base, toute relation, c'est en échange. Les sources qu'on a consultées parlent de 3 canaux principaux. C'est plus que juste les mots qu'on se dit, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Bien sûr, il y a la communication verbale. Les mots, ils ont un poids, une charge émotionnelle évidente. Mais il y a aussi, et c'est très fort, le partage émotionnel. Ces espèces de vagues d'humeur qu'on capte chez l'autre, même sans un mot. Oui, on le sent physiquement parfois. Exactement. Et puis, il y a le contact physique. Ça, c'est une transmission très directe d'énergie, que ce soit du réconfort ou au contraire une tension. C'est tout ce flux, en fait, verbal-non verbal, qui tisse la toile énergétique de nos liens. Et c'est là-dedans, justement, que ça peut devenir déséquilibré et qu'on arrive à ce concept un peu choc de vampirisme énergétique. Qu'est-ce que c'est au juste? Mais c'est une image, hein, une métaphore, pour parler d'une dynamique où une personne semble, de façon assez systématique, puiser dans l'énergie de l'autre. Elle s'en nourrit en quelque sorte, et laisse l'autre épuisé. Et ça se manifeste comment chez la personne qui se sent vidée? Alors souvent, on va voir une fatigue qui persiste après avoir vu la personne, une sorte de brouillard mental ou une baisse de motivation, quoi. Parfois même un vrai besoin de s'isoler pour recharger les batteries. Ce n'est pas juste ponctuel, c'est vraiment un schéma qui revient. D'accord. Et de l'autre côté, la personne qui pompe cette énergie. Quels sont les signes? J'imagine que ce n'est pas toujours fait exprès ou méchamment. Ah non, justement, c'est ça qui est subtil. Souvent, ce n'est pas du tout conscient ou intentionnel au sens négatif. Ce qu'on peut remarquer, c'est un besoin quasi constant d'attention, une tendance à ramener toujours tout à soi, à ses problèmes, à dramatiser, ou alors une critique quasi systématique des autres, de la vie, une insatisfaction qui semble permanente. Comme si la personne n'arrivait pas à générer sa propre énergie positive. C'est un peu ça, oui. Et elle compte, plus ou moins consciemment, sur l'autre pour combler ce manque. C'est fou comme on peut se laisser prendre là-dedans sans vraiment s'en apercevoir tout de suite, comment ça s'installe plus profondément. La présentation évoque l'idée d'une cage. Oui, la cage, ça illustre bien ce processus d'enfermement progressif. Ça démarre souvent avec ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire qu'on commence à adopter une sorte de masque, on arrondit les angles de notre personnalité pour plaire, pour éviter le conflit, pour correspondre à ce qu'on imagine que l'autre attend. On n'est plus vraiment soi, en fait. Exactement, on commence à jouer un rôle. Et ça devient une première barrière. Une sorte d'adaptation qui finit par nous coincer. C'est l'idée. Ensuite vient la limitation. Là, par peur de la réaction de l'autre, le jugement, la critique, la plainte, la colère, on commence à se retenir. On freine nos élans, on limite ce qu'on dit, ce qu'on fait, parfois même nos projets, nos ambitions. On marche sur des œufs, quoi. Je vois. Et la dernière étape, c'est l'autodiminution. Là, c'est presque comme si on baissait volontairement le volume de notre propre lumière, de notre joie, de notre présence. On se fait tout petit pour ne pas déranger, pour ne pas provoquer. Et ces 3 étapes, elles créent un environnement où notre propre énergie vitale ne peut plus vraiment circuler librement. Elle s'étiole. C'est un engrenage assez terrible quand on y pense. Alors, comment on peut commencer à en sortir? La prise de conscience, j'imagine que c'est la clé de voûte. Ah oui, c'est indispensable. Reconnaître ces schémas, c'est vraiment le premier pas pour se libérer. Et ça demande une auto-observation honnête. Comment je me sens vraiment pendant et après être avec cette personne? Est-ce que mon corps réagit? Est-ce que je suis tendu, fatigué ou au contraire soulagé quand je m'en vais? C'est là qu'intervient ce que les sources nomment le contraste révélateur, c'est ça? Cette différence nette de ressenti. Tout à fait. C'est un indicateur hyper puissant. Souvent, il y a cette sensation de lourdeur, de pesanteur, parfois même d'anxiété quand on est avec la personne. Oui, Et puis, quasi immédiatement après, dès qu'on s'éloigne, on sent un soulagement, une légèreté qui revient. Et enfin, on réalise qu'on s'épanouit bien plus, qu'on n'est plus soi-même quand on est loin de cette influence. Ce contraste, une fois qu'on y fait attention, il est difficile de l'ignorer. d'accord.
Une fois qu'on a cette lucidité, qu'on voit ce contraste, comment on fait pour aller vers des relations qui soient plus saines sur ce plan énergétique? Alors, les pistes qui sont souvent proposées, elles tournent autour de la reconstruction de son propre espace, si on veut. On parle de protection énergétique. Ça ne veut pas dire forcément couper les ponts brutalement, hein, mais apprendre à poser des limites claires, savoir dire non. Ne plus tout absorber, en fait. Voilà. Ne pas se laisser envahir par les émotions ou les demandes de l'autre. La conscience corporelle aussi, c'est essentiel. Notre corps, il nous envoie plein de signaux. Tension, maux de ventre, fatigue. L'écouter, c'est comme avoir une boussole interne. Et puis bien sûr, viser l'authenticité, oser être soi, même si ça risque de déplaire. C'est fondamental. Et enfin, rechercher la réciprocité. Un échange équilibré où chacun donne et reçoit sur la durée. Donc, si on essaye de résumer tout ça, nos relations, elles nous impactent vraiment au niveau énergétique. C'est clair. Et certaines dynamiques, comme ce vampirisme ou cette cage, elles peuvent vraiment nous vider si on n'est pas vigilante. Le grand signal d'alarme, ce serait ce fameux contraste, la lourdeur qu'on ressent au contact et le soulagement quand on est loin. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et l'élément vraiment central à retenir de tout ça, c'est la puissance de la conscience. La conscience de soi, de ses propres ressentis et la conscience des dynamiques qui sont en jeu dans la relation. Écouter son corps, reconnaître les schémas qui nous plombent, c'est vital pour protéger notre énergie et pour choisir des liens qui nous font grandir mutuellement. Et pour finir, peut-être une question qui nous bouscule un peu. Et si on regardait aussi nos propres zones d'ombre, nos besoins, nos insécurités, qui, peut-être sans qu'on s'en rende compte, nous rendent plus enclins à entrer ou à rester dans ces dynamiques qui nous épuisent? Quelle part joue notre propre énergie, notre propre état intérieur dans les relations qu'on attire et qu'on maintient? Voilà, matière à réflexion.